Bonjour Grégory Ponce. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. On est confrères. Ouais. Bon, c'est un grand plaisir donc Grégory de pouvoir te questionner j'aimerais dans un premier temps te demander un petit peu quelle est ton analyse là à chaud du SIHH. Ouais, c'est pas encore fermé, ça ferme dans 1 heure, donc tout n'est pas fini, mais globalement, c'est un bon SIHH avec des jolis produits, des efforts de toutes les marques pour bien faire leur boulot, soigner les détails, essayer de baisser les prix. Maintenant, est-ce que les ventes ont suivi? Ça, on le saura dans quelques semaines, d'autant que les commandes passées au SIHH ne sont pas toujours suivies de ventes réelles. Les détaillants dans l'euphorie avec le champagne commandent 10 montres et puis ils s'aperçoivent 3 semaines après que 2 suffiront. Bon, donc attendons, on peut pas faire de bilan définitif maintenant. Je pense que c'était quand même globalement plutôt un bon millésime. Pas un millésime exceptionnel et pas un millésime honteux. Donc plutôt bien. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu des coups de cœur pour des produits ou voire peut-être pour autre chose, pour j'ai eu des coups de nouvelle cœur stratégie pour des... comment dire, j'ai pas eu de gros coups de cœur. J'ai pas vu la montre absolue, celle qu'on a envie d'acheter, ou celle qui est scotchante, bluffante par ses qualités, mais plein de petits coups de cœur. Je pense que tout le monde a bien travaillé, mais quand on regarde le mouvement baumatique de Baume & Mercier, on se dit, bah voilà, ils ont tout compris du nouveau luxe. Un super mouvement, parce que le mouvement est mécaniquement très fort, très innovant, pas cher à produire, qui permet de faire des montres pas chères. Et ben c'est bien, parce que ça va ramener à la haute horlogerie plein de jeunes qui n'ont pas les moyens de mettre plus de 2500 balles, qui est déjà une grosse somme dans une montre. Voilà, la carrée des Hermès, elle est plus chère, elle est à 6000 francs, mais c'est une jolie montre, elle est réussie. Le chrono qu'a fait Gérard Perregaux, le chrono Laureato, est très bien. Il est un peu cher, mais il est très bien. Voilà, il y a plein de choses qui méritent, ou à des niveaux stratosphériques. On prend les montres qu'a fait Roger Dubuis pour Aventador S, je sais pas quoi. Bon, c'est pas exactement mon style de montre, mais je reconnais qu'ils ont bien travaillé. Donc ça, c'est sympa, mais ça coûte 200 000 francs. Donc c'est ni pour moi, ni pour un Français moyen, quoi. Voilà. Alors, Grégory, j'aurais dû commencer par ça, mais bon, dans tous les cas, je te pose tout de même la question, à savoir que tu es une personnalité connue et reconnue du monde de l'horlogerie, tout le monde te connaît dans les salons, au niveau du grand public, on ne te connaît pas forcément, donc dans tous les cas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et présenter ce que tu appelles ta médiafacture? Alors, donc, je suis journaliste de profession depuis un certain temps, depuis trop longtemps, parce que l'âge commence à peser. Mais j'ai toujours été journaliste. J'ai fait toutes sortes de journalistes, toutes sortes de travaux d'écriture, que ce soit en radio ou en presse écrite, même en télé. Et j'ai fondé Business Montre en 2004 pour avoir un média totalement indépendant, puisque je refuse systématiquement toute publicité pour pouvoir parler librement de ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Voilà, et depuis, au départ c'était une lettre papier imprimée de manière très classique, et aujourd'hui c'est un site qui n'est accessible que par abonnement, où il y a de tout. Alors il y en a qui disent que c'est un vrai bordel, moi je trouve qu'il y a une certaine rigueur et les lecteurs s'y retrouvent à peu près. On parle de montres chères ou de montres pas chères, on parle de grandes marques ou de petites marques. J'adore les nouvelles marques, donc je favorise vraiment les jeunes horlogers créateurs, je favorise même les nouvelles marques qui sont souvent des montres de merde, mais qui sont sympathiques sur Kickstarter, sur les réseaux de sociofinancement. Je parle des enchères, je parle de l'actualité de la montre au sens large. Tout ce qui fait tic-tac m'intéresse, sans aucun a priori sur le prestige des marques ou des choses comme ça. Et je dirais aussi... évidemment qu'il y a un esprit un peu particulier et il y a des illustrations très particulières, puisque je privilégie pas du tout les photos de montres. Je suis pas tellement grand public, je suis plutôt corporate, et j'adore détourner les bandes dessinées, détourner les comics américains. Voilà, c'est une identité particulière. On aime, on n'aime pas. Si on aime, on s'abonne, et si on n'aime pas, on s'abonne pas. Voilà. C'est simple.
Comment tu es arrivé à l'horlogerie? Comment tu es arrivé à parler de l'horlogerie? Ah, ça, il y a un grand salaud qui s'appelle Stéphane Chechka, le rédacteur en chef de la revue des montres, qui est un vrai dealer. Et il savait que j'avais une petite passion pour les montres militaires, il m'en a vendu plein. Et puis, à force de parler de montres à ses copains dans les rédactions, un jour, on m'a demandé un article sur les montres. Bon, j'ai fait un article, il a plu à certaines personnes, ils m'ont dit un deuxième, un troisième. Et puis, en 4 ou 5 ans, j'étais totalement absorbé. Je me suis dit à un moment donné, bon, soit je continue, je fais ça sérieusement, soit j'arrête parce que ça bouffe trop de temps entre les voyages, les découvertes des marques, les interviews des patrons, les manufactures et tout ça. Donc j'ai choisi de tomber là-dedans à plein temps et j'étais encore plus loin puisqu'au bout de quelques années, j'ai décidé de venir en Suisse. Tout simplement habiter pour être au cœur du réacteur nucléaire, à 1 heure de train du centre, dans Genève, et à 1 heure de train de la Chaux-de-Fonds, alors que quand on est à Paris, où j'habitais, venir à Genève, c'est compliqué, il faut prendre des rendez-vous. Là, à Chaux-de-Fonds, je peux téléphoner maintenant à quelqu'un, je lui dis je passe prendre un café dans 1 heure et je suis chez lui, voilà, c'est plus facile. Est-ce qu'on pourrait te qualifier de passionné de montres ou d'horlogerie? Ouais, je suis fondamentalement collectionneur. Et passionné d'horlogerie, j'aime le produit montre. J'aime le produit montre, mais je crois que j'aime les horlogers plus que les montres. Et j'aime l'horlogerie au sens large. Plus que les horlogers, c'est-à-dire que je me soucie toujours, tout le monde dit oui mais quelles sont tes valeurs? Mais moi mes valeurs c'est depuis 4 siècles dans l'horlogerie suisse, il se passe quelque chose ici, entre les lacs et les montagnes, et c'est quelque chose d'infiniment précieux qu'il faut absolument préserver. Je m'intéresse aux marques, mais je trouve que souvent les directions des marques défont les marques plus qu'elles ne les font. Qu'est-ce que tu portes au poignet aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une Girard Perregaux Laureato, une montre en acier que je trouve très belle, très intéressante, qui me satisfait totalement, mais dans 8 jours j'en aurai une autre. J'ai la chance, de ne pas être obsédé par la propriété des montres. J'aime bien les porter, j'aime bien m'en faire prêter, et j'aime bien en changer. Et bon, quand on est ici à Genève, c'est plus facile de se faire prêter des montres que quand on est à Paris. Voilà. Et je suis collectionneur donc de montres vintage aussi, et de montres militaires. D'accord. Quelle est selon toi la plus belle réussite horlogère? Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est à toi justement d'interpréter la chose. Est-ce que tu vas me parler d'un produit? Est-ce que tu vas me parler d'une marque? Est-ce que tu vas me parler de quelque chose d'autre? La plus belle réussite horlogère, qu'est-ce que ça t'évoque? Si c'est ça, spontanément, je dirais que c'est Rolex. Pour moi, j'aime beaucoup la marque Rolex. Je trouve que le parcours de Rolex dans le XXe siècle, c'est quelque chose d'étonnant. Ce petit bonhomme Hans Wilsdorf qui décide en 1908, alors que le monde est envahi de montres de poche, qui décide de faire des montres bracelets, qui réussit à les rendre plus précises, plus étanches, plus fonctionnelles, plus sportives que tout le reste, qui bâtit une réputation fantastique grâce à la communication. Moi, on peut avoir que de l'admiration pour quelqu'un comme ça, et derrière il y a une réussite industrielle, mais il y a la conquête du monde. Avant tout le monde, ils ont été dans le monde entier, donc moi ça c'est une réussite magnifique, et c'est par hasard si Rolex est aujourd'hui la marque de montre la plus connue avec Swatch. Voilà. Est-ce que tu aimes les complications horlogères? Et si oui, laquelle est ta favorite? Je suis assez partagé. J'aime les montres compliquées, mais si c'est pour me faire le triple tourbillon avec quadruple répétition minute et quintuple rattrapante, là franchement ça m'épate plus. Hein. C'est pas que ce soit pas bien, c'est heureusement qu'il y en a de temps en temps, mais j'ai pas d'affinité particulière. Je trouve qu'une montre sobre, sans complication, peut être aussi belle qu'une pièce très compliquée. Mais c'est vrai, il y a quelque chose, je suis sensible, alors que j'en ai relativement peu dans ma collection, c'est la phase de lune. Je trouve ça magique, ça sert à rien, ça bouge pas, mais c'est, voilà. D'une manière générale, j'aime bien quand même les montres ludiques où on peut s'amuser, on peut lancer une animation, faire des choses comme ça, mais il y en a relativement peu sur le marché. Est-ce que tu as d'autres passions que l'horlogerie? J'ai pas le temps. Non, mais je suis un grand lecteur. J'ai une passion, mais comme je commence à prendre un peu d'âge, moi c'est le vin. Essentiellement, j'ai une assez belle cave que j'ai constituée à une époque où j'avais pas mal d'argent. Donc je bois des choses, je bois rarement moins de 20 ans d'âge.
Donc, et je suis un fou de Bordeaux, donc voilà. Et de la grande passion que je partage heureusement avec ma femme, c'est le Sauterne. On a donné à mon fils le nom d'un château de Sauterne, donc voilà. Et c'est une passion qui m'a jamais déçu. C'est un peu comme la montre, chaque année apporte des nouveautés, c'est jamais la même chose, ça ressemble quand même, et on y prend un vrai plaisir physique, voilà. Tu parlais de lecture, quel est ton auteur préféré? Ah, mais comme pas comme tous les journalistes, mais moi c'est Balzac. J'ai lu à 13 ans les premières œuvres, il y a des Balzac qui me sont tombés sous la main, et depuis, voilà, je lis, je relis, je collectionne les œuvres complètes de Balzac. C'est complètement stupide parce que c'est 4, 5 fois, 6 fois les mêmes bouquins, mais bon, ça impressionne. Le monde de l'horlogerie a connu plusieurs temps, plusieurs mutations. Tu te souviens qu'avant les années 2000, on est passé d'un produit de consommation courante à un produit qu'on a voulu de luxe. Dis-moi, quelle serait pour toi ta définition du luxe? Je ne suis pas d'accord, on a toujours eu du luxe. Et si on cherche plus loin que l'horlogerie dans l'histoire de l'humanité, chaque culture a généré son luxe. Les premiers bijoux qu'on a retrouvés remontent à 130 000 ans avant nous. C'est des coquillages peints, des coquillages qui venaient d'à 500 km, qui étaient des objets rares. C'était du luxe, c'était de la parure pure. C'était pas pour manger, c'était pas pour se battre. Donc il y a toujours eu une constante de luxe. Depuis 4 siècles à peu près, les montres sont un des symboles les plus éclatants, les plus porteurs de ce luxe. Ma définition du luxe, c'est très complexe. C'est très complexe et je n'enferme pas ça. Alors, je peux mieux dire ce que c'est pas. C'est pas une question de prix, c'est pas une question de matière, c'est pas de l'or ou du diamant forcément. C'est une question, je dirais, d'intelligence de l'objet. Alors en disant ça, je dis rien, mais cette intelligence de l'objet, c'est une alchimie subtile qui se crée entre la fonction, il doit y avoir une certaine fonction, l'inutilité, on est un peu dans le superflu, la rareté, l'exclusivité, c'est assez difficile à définir et je dois dire, pour avoir pas mal étudié la question, que je n'ai jamais trouvé une définition dans les livres académiques, universitaires, je n'ai jamais trouvé une définition qui tienne la route et, à plus forte raison, une définition du luxe horloger. Il y a quelques experts en luxe, ils ne me convainquent pas toujours, mais alors quand ces experts en luxe parlent d'horlogerie, ils se plantent, alors là, systématiquement. Et ils le savent d'ailleurs. Justement, sans forcément citer cela, mais est-ce qu'il existe pour toi une marque horlogère ou autre qui incarne le mieux le luxe? Dans la mesure où je ne crois pas beaucoup à la notion de luxe, non. Mais je dirais que toutes les montres, Swatch est une marque de luxe. Pour moi, c'est une montre de luxe. Parce qu'on n'a pas besoin de cette montre. En revanche, il y a un dessin, il y a une matière, il y a un style, une distribution. Même si c'est un produit qui coûte 50 balles, c'est une montre. On n'a pas besoin de ça. Il y a des montres chinoises qui coûtent 10 francs ou 10 euros. Donc je crois que toutes les marques relèvent du luxe. Et en tant que consommateur, j'ai plusieurs exigences de luxe dans la même journée. Mon luxe, ça peut être mes chaussures. J'ai 130 ou 140 paires de chaussures. Alors, j'en porte régulièrement que 10 ou 20, mais c'est du luxe. Je pourrais avoir une paire de baskets, voilà. Mais à chaque fois, il y a une pointe, un cuir, une astuce, une petite histoire. Voilà. Je crois de plus en plus, pour revenir avec l'esprit de l'escalier à la question précédente, un produit de luxe doit nous raconter une histoire. Que cette histoire soit vraie ou fausse, mais elle raconte une histoire. Voilà. Est-ce qu'un personnage historique ou contemporain t'inspire? Personnage horloger ou personnage historique? Non. Historique ou contemporain? Est-ce que tu as... Contemporain, ça veut dire mort ou vivant? Est-ce qu'un personnage t'inspire, t'a inspiré dans ton parcours? Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour différents personnages historiques, principalement pour le général de Gaulle. Ce type qui sort de nulle part et qui va dire à Londres, en pleine défaite, coucou, c'est moi, je suis la France. Là, moi, je dois dire que c'est pour moi un symbole de résistance au conformisme qui n'a jamais été remplacé. Voilà, par exemple. Sinon, il y en a plein, mais spontanément, quand tu me dis ça, dans mon bureau, ceux qui regardent mes vidéos, il y a une photo du général de Gaulle, quand il part à Londres, quand il est, à l'époque de Londres, il est en uniforme avec des lunettes, un képi,
des jumelles, et je trouve que cette photo, c'est l'homme qui résiste envers et contre tout. Il avait 1% de chance de réussir, et il a refait la France. Donc moi, voilà. Au sein de Business Montre, est-ce que tu es seul ou est-ce que tu travailles en collaboration? Ça c'est le grand secret. Il y en a qui pensent, c'est pas possible, tu peux pas être seul pour écrire tout ça. Bah si, je suis tout seul avec mes petits bras, et après le SIHH, je vais passer des heures à dépouiller les dossiers, je suis tout seul. Et puis c'est pas que je cherche pas à avoir des collaborateurs, c'est que c'est moi, ma voix, mon jugement. Alors parfois je peux avoir une tribune libre de Stéphane Siechka par exemple, ou une tribune libre de la délicieuse Florence Jacquignot. C'est comme ils le sentent. Les amis ou toi, vous avez tribune ouverte. Du moment que je vous respecte, que je sais que vous écrivez à peu près bien, j'ai pas de problème. Ou notre copain de Forum à Montre, voilà, moi ça me gêne pas. Voilà, tu dis des choses intelligentes, si tu as envie de les dire chez moi, tu viens les dire. Mais a priori, c'est moi, c'est mon point de vue. Voilà. Et justement, tu as des relations avec beaucoup de monde dans ce milieu, tu as des gens qui t'entourent, tu as des gens qui peuvent de temps en temps aussi t'informer. Quelles sont les qualités que tu apprécies chez les gens, chez les hommes? Moi, j'apprécie beaucoup la franchise. Je déteste qu'on me prenne pour un crétin, ben ça je crois que c'est très humain, et je déteste qu'un CEO me dise, un président de marque me dise ça c'est blanc, alors que je vois que c'est noir. Je me dis que là il se moque de moi, et il me prend pour ce que je ne suis pas, alors qu'il me dirait ça c'est blanc, mais le répète pas parce que ça me gêne pour telle raison, je comprends. Si je devais dire tout ce qu'on me raconte, j'écrirais 10 fois plus. Mais heureusement, je garde beaucoup de choses pour moi parce que je ne suis pas stupide et je dis pas des choses qui peuvent être gênantes. C'est pour ça que beaucoup de CEO me font confiance parce qu'ils savent que en me disant des choses, ils m'aident à réfléchir, ils m'aident à être intelligent. Il faut toujours remercier les gens qui aident à être intelligent. Puis il y en a qui font passer des messages à travers moi. Bon, il y en a qui m'aiment pas du tout, mais tant pis, c'est pas grave, je peux faire ma vie sans eux. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'il existe une citation que tu apprécies particulièrement? Difficile. Je serais tenté de dire bien faire et laisser brère. C'est intraduisible en anglais. J'ai essayé avec Peter Spickmarin une fois, on n'y est pas réussi, mais c'est ça. On fait ce on est qui on est, on fait ce qu'on peut, et puis ceux qui sont pas contents, voilà, les chacals hurlent et la caravane passe. Grégory, dernière question qui est essentielle, qui est importante. À l'heure Business Montre, quelle heure est-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Livre interprétation. Là, je dois dire, fin du SIHH, il est l'heure de se pencher sur les dossiers, de dépouiller les 300 fiches de montres que j'ai repérées, de faire du tri, d'essayer d'y voir clair, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, quelles étaient les tendances, les tops de l'année, les flops de l'année. Voilà, là, c'est l'heure du boulot. Merci beaucoup. À bientôt.